Vous êtes avocat, on a compris que juger, c'était pas toujours facile. S'interdire de juger aussi peut parfois être aussi compliqué. Maître, dans quelles circonstances vous êtes devenu l'avocat de Marc Dutroux? Quels sont les moments où vous avez dû réfléchir à ça, j'imagine? Vous n'avez pas donné une réponse automatique. Ça n'a pas été une question et une réponse tout de suite. Vous avez eu un temps de réflexion. Quelles sont les questions décisives qui vous ont fait basculer du côté où vous avez accepté donc de défendre pour rien Marc Dutroux en commis d'office? Le problème a donc été crucialement posé en Belgique au fil de 3 semaines. 3 semaines de valse hésitation où Marc Dutroux recherchait un avocat, sollicitait les bâtonniers de l'ordre et n'obtenait pas satisfaction alors que la loi oblige à l'intervention d'un avocat dans une affaire criminelle. Et on voyait fleurir des télégrammes d'Italie, d'Espagne, de France, de grands cabinets d'avocats qui proposaient leurs services spontanément à Marc Dutroux. Je dirais que c'est à ce moment-là que les autorités de l'ordre des barreaux belges se sont tout de même quelque peu mobilisées et, à mon avis, ont sauvé là, si je peux me permettre, l'honneur du barreau de Belgique. Il n'était plus possible, après 3 semaines de dérobade, de persévérer dans cette carence-là. En fait, ce que je me reproche aujourd'hui, c'est d'avoir tergiversé pendant 3 semaines. Et de ne pas Pour avoir quelle dit... raison? Oui. Eh bien, je vous dirais que je me suis posé une question très économique. C'est-à-dire qu'au terme de 20 années d'efforts pour construire un semblant de réputation et un semblant de cabinet d'avocats, face à cette extraordinaire pression de la rue et face à cette abdication totale des intellectuels en Belgique, Donc les marches blanches... eh bien, je me disais que, ma foi, j'allais en effet être présenté comme le chevalier noir face à ces chevaliers blancs et que tout de même, je risquais certains désagréments professionnels majeurs. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, monsieur? Vous regardez votre grande expérience, des responsabilités que vous avez en tant qu'avocat général de la Cour d'assises de Paris. De ce que vient de dire... Oui, et puis du principe de l'avocat commis d'office et du principe du fait que tout prévenu, aussi coupable d'atrocité cela puisse être, ait le droit à une défense. J'ai le plus grand respect pour la défense et je trouve extrêmement normal et capital pour la justice que n'importe qui soit défendu. Parce que, quel que soit l'odieux d'un acte, il restera toujours la circonstance atténuante qu'il y a l'humanité dans l'être humain. Et au fond, la dernière circonstance atténuante, peut-être plaiderez-vous autre chose, c'est d'abord que Dutroux est un homme, avec ce que ça implique de limites. De faiblesse. De faiblesse, absolument. Et de force aussi. Et donc, c'est tout à fait l'honneur du barreau que de défendre n'importe qui. Vous respectez votre métier, mais le facteur humain, car vous aussi, si vous me le permettez, monsieur l'avocat général, vous êtes un homme, avec tout le respect que je vous dois, dû à votre grande expérience. Est-ce que l'homme que vous êtes parfois a aussi ses faiblesses? Est-ce que parfois vous êtes tenté de mépriser un accusé, de ne pas tenir compte de circonstances atténuantes, de mépriser un avocat qui a accepté de défendre un dossier, cette fois-ci pour des raisons purement vénales, par exemple? J'ai eu beaucoup d'attitudes au cours de mes expériences de cour d'assises qui durent maintenant depuis une dizaine d'années, puisque j'ai été substitut il y a très longtemps, en 1975, mais je crois pouvoir dire honnêtement que je n'ai jamais eu celle du mépris. Et je n'ai jamais traité non plus la chose criminelle par la dérision, je n'ai jamais traité un accusé de salaud, et je n'ai jamais ri de choses graves. Je n'ai jamais ri de choses graves. Vous avez eu des états d'âme graves et profonds? Bien sûr, au cours du débat criminel, j'ai eu des angoisses, j'ai eu des incertitudes, j'ai eu du doute, et je dirais que le bon juré, si on me permettait de revenir en arrière, c'est précisément celui qui quitte une session en ayant appris l'expérience du doute et de l'incertitude. Ce sont deux ressorts importants de la justice. Bien sûr, absolument. Vous êtes toujours, vous doutez toujours. Le doute et l'incertitude, il faut les mettre, à mon avis, dans le débat criminel. À partir du moment où vous accomplissez, comme l'a dit Madame le Président tout à l'heure, le plus correctement, le plus équitablement possible votre métier, vous ne devez pas avoir d'état d'âme, sinon celui de tout honnête homme ou de toute honnête femme lorsqu'un accusé a été condamné. On ne peut jamais être content de cela. Justice est faite. C'est une nécessité sociale. De rendre justice. Absolument. Défendre, c'est comprendre, disait Monsieur Pardo il y a un instant. Est-ce que vous comprenez Marc Dutroux?
je voudrais tout de même m'extraire un peu de cette affaire-là. Car si je vous dis que je réponds Marc Dutroux, je comprends Marc Dutroux, ça va me poser de sérieux problèmes. D'accord, racontez-nous Si plutôt je comment ne se comprends- passe. Oui. Quels sont les... Parce que Non, en préparant l'émission, vous nous en avez parlé. en fait- de la distance en fait, que vous avez... soyons- Vous avez créé une distance avec lui. Ni trop près, ni trop loin, une certaine distance. Comment vous la définissez? Soyons très clairs. En fait, il me semble que l'avocat vraiment ne juge pas. L'avocat, lui, défend. Son métier est de défendre. De défendre d'ailleurs tout à la fois les accusés, les prévenus et les victimes. Et pas forcément confondre. Je vous dirais que je défends tout autant de victimes que de prévenus ou d'accusés. Comment vous qualifieriez le type de relation que vous avez avec lui quand vous lui rendez visite en prison? Écoutez, En quelques mots, s'il vous plaît. en quelques mots, S'il vous plaît, maître. la grande difficulté pour cet homme-là, qui était dans la solitude que vous pouvez imaginer, qui se heurtait à un système, c'était encore d'avoir un avocat du système, puisqu'aussi bien, il n'a même pas eu, en fait, le choix de son avocat. Il a donc eu un avocat commis d'office, c'est-à-dire choisi par d'autres que lui. Par conséquent, la relation a été pour lui compliquée, et quant à moi, c'est une relation strictement professionnelle, de sang-froid. Ouais. Sans sentiment particulier, quoi. Strictement professionnel de sang-froid, ça veut dire sans sentiment. Je ne réponds pas à votre question. D'accord. On va regarder quelques images et ensuite un reportage à vous montrer sur le fils de Madame. Madame n'en dort plus, elle, depuis 18 mois. Mais avant ça, je vais donner la parole à Solange Doumic, qui est avocate, ou avocat, je ne sais pas ce qu'elle préfère, non, je crois qu'on dit avocate. Hein. Où êtes-vous, Solange? Je suis là. Maître. Bonsoir, maître. Solange, j'avais défendu Michael Fréminet, donc un jeune homme de 18 ans qui avait jeté dans la Seine Brahim Bouram, qui est mort. Noyé. On va regarder un bref rappel des faits en images. On estimait que pour le gang des postiches, c'était encore suffisamment dans nos têtes, mais pour que cette affaire-là, on pouvait quand même se permettre un petit rappel. Regardons. 1er mai 1995, comme tous les ans à la même date, le Front National défile rue du Louvre à Paris, près des quais de la Seine. Ce jour-là, Michael Fréminet, un jeune champenois de 19 ans, monte à Paris pour suivre la manifestation. Au cours de celle-ci, il quitte le défilé pour descendre sur les quais. Il y croise Brahim Bouram, un Marocain de 29 ans qui passait par là. Ensuite, Michael dira que Bouram l'a insulté. En tout cas, sa réaction est rapide. Une gifle suffisamment forte pour que Bouram bascule dans la Seine. Brahim Bouram décédera quelques minutes plus tard. 2 jours après, le 3 mai, une manifestation réunit 12 000 personnes qui veulent exprimer leur indignation. En tête du cortège, le président de la République. Ce crime, je le ressens comme une grande souffrance. Je ne dirais pas comme une honte, car ce n'est pas le pays qui a voulu cela. Quelques jours après le crime, l'enquête semble aboutir. 3 personnes sont interrogées. Michael Fréminet et ses 2 copains reconnaissent les faits mais refusent d'admettre qu'ils ont voulu tuer Bouram. 3 ans après, au cours du procès, la préméditation ne sera pas retenue. Face au ténor du barreau, Maître Doumic, l'avocate de Fréminet, veut que son client soit jugé pour ce qu'il a fait et non pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire militant du Front National. Après que l'avocat général eut requis 10 à 12 ans d'emprisonnement, Michael Fréminet est condamné à 8 ans de prison ferme. Voilà, Solange Doumic, commise d'office également, comme pour le cas du trou. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris que vous étiez commise d'office dans ce procès? Je fais un métier fabuleux et je me suis donc dit c'est merveilleux, je vais pouvoir l'exercer pleinement, je vais défendre vraiment un salaud. Et puis, quand on m'a appris que j'étais commise d'office, j'ai donc tout de suite dit oui. J'étais allongée chez moi, j'étais malade comme un chien, j'avais 40 de fièvre et après avoir pris de l'aspirine, je suis partie pour le palais de justice. Là, on m'a confié le dossier et tout à l'heure j'ai entendu Yvan Levaille dire que la justice c'était d'abord une affaire de dossier et c'est vrai. Avant de regarder le garçon que j'avais en face de moi, j'ai vu le dossier, j'ai vu 3 tomes de recherche, 3 énormes volumes de recherche sur tous les skins de France. Et puis, je suis arrivée aux faits et j'ai vu que sur Michael Fréminet, il y avait en fait très peu de choses par rapport à ce qu'on disait. Et à ce moment-là, j'ai été parler avec le garçon et alors que je m'attendais à un skin impur, un dur, une horreur, je suis tombée face à un gamin qui pleurait sans interruption, qui comprenait à peine ce qui se passait, qui n'avait rien pris comme nourriture depuis une semaine et qui était absolument anéanti. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience, une deuxième fois, j'allais dire, de ce que c'était que de le défendre
j'ai vu que c'était pas seulement défendre le beau procès comme ce que j'avais envie d'avoir au départ, c'était aussi défendre un gamin qui avait fait quelque chose d'énorme, qui le dépassait infiniment. Et c'est ce gamin que j'ai défendu jusqu'au bout, jusqu'à ces 8 ans qui ont été prononcés contre lui. Vous avez accepté d'être commise d'office, ça veut dire que même quand on est commis d'office, on peut refuser? Bien sûr, et puis là en revanche, il y avait beaucoup de gens pour dire oui à ma place. Mais... Parce que justement, c'était un procès qui était en pleine lumière et l'occasion de se faire de la pub pour un avocat? Non, je crois pas uniquement parce que c'était intéressant. La pub est assez mauvaise dans une affaire comme ça parce que l'assimilation au Front National est vite faite et ça nuit plutôt qu'autre chose. Donc c'est pas la publicité, c'est le goût de défendre. Chacun a le droit à une défense. Heureusement, c'est les textes. Est-ce que pour autant vous pourriez défendre n'importe qui? Je crois. Je suis très heureuse d'être assise juste derrière mon confrère qui défend Marc Dutroux. Parce que j'ai toujours dit, quand on me le demandait, oui, moi, si on me demandait de le défendre, je dirais oui. Après, j'irai le voir. Après, c'est pas sûr que je pourrais assumer, parce que je suis pas sûre que je pourrais supporter le dossier, que je pourrais supporter l'homme. Mais ce que je sais, c'est que j'aurais certainement pas dit non a priori, et que c'est fabuleux de pouvoir, dans un homme, non pas défendre de manière à ce qu'il n'ait pas de peine, non pas défendre même de manière à ce qu'il ait moins, parce que dans le cas de Marc Dutroux, ça me semble à moi assez impossible, mais simplement réussir à trouver dans un homme le fait qui prouve qu'il est réellement un homme et le dire face à une cour d'assises pour qu'il ne soit pas jugé comme une bête. Julien Pierre parlait tout à l'heure des pressions, celles de l'opinion publique notamment. Vous l'avez subi, vous aussi? C'était très difficile au départ. De quelle manière? Est-ce que vous avez réussi à retourner l'argument? Oui, quand on voit au départ que le président de la République lui-même se déplace quelques jours après les faits pour faire un discours et jeter des fleurs dans la Seine, on se rend compte qu'on ne défend pas quelqu'un qui est soutenu par les médias, par l'entourage, etc. C'est évident. Moins de soutien comme un Radad, par exemple. Oui, bien sûr, bien évidemment. En revanche, j'ai reçu une écoute absolument parfaite de la part de la presse au moment du procès. Personne n'a eu d'a priori contre moi. Je crois que personne n'est venu à l'audience avec l'idée de descendre. Les journalistes sont venus pour voir. Je crois que les gens qui étaient présents dans la salle d'audience venaient aussi pour voir, se sont fait une idée. Et comme les jurés, j'ai trouvé que le verdict était j'ai trouvé que le verdict était juste. J'ai eu l'impression que l'opinion publique ressentait également le verdict comme juste. L'homicide a été reconnu volontaire? Oui, ça, contrairement à ce que j'avais demandé. Ouais. Et contrairement à ce que je crois très profondément, mais en revanche, la peine qui a été prononcée, 8 ans au lieu de 12 requis, montre que même si la qualification juridique est restée celle de meurtre, en fait, les jurés ont bien compris que ce n'était pas un meurtre comme les autres, du moins. Nous avions été ensemble dans ce procès, j'étais l'avocat général en question, et ce qui m'importait, c'était en effet que la qualification juridique de meurtre soit retenue. De fait, les jurés ont descendu par rapport à mon minimum, puisqu'ils ont mis 8 ans, à la suite d'une belle plaidoirie. On ne va pas faire le grand échiquier. Monsieur l'avocat général, permettez-moi, ils n'ont pas mis votre minimum. Vous aviez requis 10 à 12 ans. Ils ont mis 8 ans. Ils ont mis beaucoup moins que ce que vous avez dit. Moins que mon minimum. Voilà, moins. Il a dit moins que mon minimum. Moins que le minimum. Ah, merci. Et donc... Et vous serrez la main après les procès ou... Bien sûr. Ouais. Oui. Vous ne tirez pas les cheveux, non? Non, on s'estime beaucoup. Non. Vous estimez beaucoup? C'est quoi, c'est un jeu de rôle alors cette... Non, pas du tout. Absolument pas. Et tout à l'heure, j'entendais beaucoup de magistrats dire... Il y a comme le sort d'un homme ou d'une femme qui est... Exactement. Et des années de vie qui sont en jeu. J'entendais dire que des magistrats pensaient que dans le rôle de magistrat, il y avait beaucoup de choses, y compris celui d'avocat. J'entendais des juges dire que pourquoi pas être avocat. Moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que je suis avocat et que pour rien au monde, je ne serai juge. Je suis avocat pleinement. Pour moi, c'est pas un jeu de rôle. On entend aussi beaucoup parler de justice spectacle. C'est vrai que vu de l'extérieur, ça peut ressembler à un spectacle. Ce n'est en rien un spectacle parce que c'est la vérité, c'est la vie des gens qui sont là. Et je trouve que le rôle de l'avocat est de réussir à s'effacer face à son client, à lui servir d'interprète pour que les jurés et les juges puissent le comprendre, mais en aucun cas à jouer un rôle, à faire des effets de manche, de manière à se mettre soi-même en valeur.